derrière le nucléaire, soi-disant civil et fournisseur d'énergie, d'électricité, eh bien, au-delà, il ne faut pas oublier que c'est le militaire derrière, c'est la bombe, c'est la mort, c'est la destruction, c'est la guerre. Et ça. 1974, la petite commune d'Erdevenne, nichée sur la côte morbihanaise en Bretagne, devient soudain le centre d'une mobilisation sans précédent. Le gouvernement de l'époque lance un vaste programme nucléaire, le plan Messner. Erdevenne, avec ses paysages sauvages et ses plages de sable fin, est choisi pour accueillir l'un de ses projets titanesques, la construction d'une centrale nucléaire de 5000 MW. Très vite, l'annonce fait l'effet d'une bombe. Les habitants s'inquiètent. Que deviendront les dunes, les marais, les menhirs? Quels risques pour la santé, pour la nature, pour l'avenir? Mis à part quelques élus, comme le maire de la ville de Belz, M. Roland, le refus de la centrale est unanime. Dès la fin de l'année 1974, un mouvement de contestation inédit s'organise. Une poignée de personnes décide de créer le CRIN, Comité régional d'information nucléaire, pour informer les habitants et mobiliser la population locale. Peu à peu, la mobilisation s'étend et c'est bientôt toute une région qui va s'unir pour dire non à la centrale nucléaire. Le CRIN a été une aventure collective. Joriot, un des membres fondateurs du CRIN, avec Michel Lecorvec, Serge Daniel et Michel Politzer. Et une aventure collective de gens du pays donc d'Erdevenne, Belz, Étel, Plémel, enfin toutes les communes de la côte qui vont en gros pour situer sur la carte en gros de Lorient jusqu'à Quiberon. Vous voyez cette carte. Donc un travail collectif de gens qui se sont retrouvés dans un refus du nucléaire et qui étaient de toutes les catégories sociales. Il y avait des paysans, des ostréiculteurs qui ont été immédiatement dans le combat parce qu'ils se sont demandé les dégâts que cette centrale allait apporter sur la production locale, à la fois sur la production agricole et sur la production ostréicole, surtout de la rivière d'Étel qui était juste à l'entrée de l'endroit où allait être construite, ou devait être construite cette centrale. Alors je m'appelle Christian Giquel. Au moment du projet de centrale nucléaire d'Erdevenne, à partir des années 1974, il se trouve que j'étais le secrétaire du comité des pêches de Quiberon. Et étant fils de marin-pêcheur et ayant navigué à la pêche avec mon père, je fréquentais toutes les zones de pêche entre la presqu'île de Quiberon et Étel jusqu'à l'île de Groix. Donc c'est un milieu marin que je connaissais bien. À partir de là, lorsque le projet a été lancé, il y a eu des études d'impact qui ont été réalisées. Et comme j'étais secrétaire du comité des pêches, avec des scientifiques de l'université de Bretagne occidentale de Brest, ils m'ont demandé de leur trouver un bateau de pêche à partir du petit port de Portivy pour venir faire donc leurs études de courantologie et leurs études sur le plancton d'une manière générale devant l'entrée de la Ria d'Étel, devant l'estuaire de la Ria d'Étel. Voilà, donc pendant plusieurs mois, du mois d'avril jusqu'au mois de juillet 1976. Donc ces études de courantologie et de plancton ont été faites et ont abouti donc à un document de synthèse qui a donc été transmis aux autorités officielles. Et ce document de synthèse montrait bien que nous étions dans une zone où il y avait très peu de courant et que les sorties d'eau chaude de la centrale nucléaire, si le projet avait eu lieu, auraient fait monter les températures de 3 à 4 degrés. Et les courants donc auraient amené cette masse d'eau chaude directement dans la Ria d'Étel et auraient donc eu un impact de mortalité sur tous les élevages d'huîtres et bien sûr sur toutes les nurseries de poissons.
Alors tous ces gens-là, il y avait également des ouvriers, des femmes et des hommes qui étaient dans différentes entreprises locales, des petites entreprises locales, des profs, des artistes, etc. Donc on a été quand même un noyau central qui a immédiatement saisi l'importance du projet et donc s'est réuni dans le CRIN qui, à partir de 74, de la fin de l'année 74, jusque dans les années 80, 81, jusqu'à Plogoff, jusqu'à la fin, le nom du pouvoir central de Mitterrand, donc à la centrale de Plogoff, on a été sur le terrain sans arrêt. Voilà, je m'appelle Roger Gallet et au début, j'étais à la lutte du CRIN. Et donc mon travail, j'étais commercial à l'époque, donc je circulais dans toute la Bretagne. Et ça m'a permis surtout de prendre contact avec d'autres endroits où avaient été formés des CLIN, comités locaux d'information nucléaire. On avait gardé le CRIN ici parce qu'on était à l'origine. Et donc je me suis promené un petit peu dans toute la Bretagne et comme j'avais la possibilité de déplacement et de temps, parce que le soir j'arrêtais de travailler, donc il m'est arrivé de participer à des réunions à Quimper, je sais plus, à d'autres endroits aussi, quoi. Les gens spontanément venaient aux réunions, des réunions attirées du monde, hein. La salle était pleine, le cinéma, archi plein. Colette Gallet et Jackie Lemignan, anciens membres du CRIN. Ah oui, partout. Oui, faisait ça le compte. Il y avait de la curiosité. Les salles étaient pleines partout. Il y avait le désir de savoir. Il y avait aussi beaucoup d'inquiétude chez les gens. C'était ça qui les faisait venir. Ici, il y a une population de pêcheurs, d'ostréiculteurs. Ils se disaient, ça menace notre outil de travail, tout ça. Qu'est-ce qu'on va devenir si la mer se réchauffe ne serait-ce que de quelques degrés, puisque les eaux étaient rejetées en mer? C'est dramatique pour nos métiers. Donc il y avait tout cet engagement vis-à-vis de la vie quotidienne. Donc la population, elle était spontanément inquiète et dans le refus. On peut l'afficher, c'est M. Roland, qui était, à l'époque, il était maire de Bels. Alain Bonnec, militant écologique et ex-président d'Eau et Rivières de Bretagne. Et donc, il était interviewé par M. Levaillant, journaliste du Nouvel Observateur. Donc, et le truc que je vais vous lire, c'est un extrait de son interview, quoi. Donc, ça date de janvier 1975. Donc, voilà ce qui est dit. Donc c'est un qui ne désarme pas, en revanche, c'est Henri Roland. Donc il a 55 ans, il est pharmacien diplômé à 22 ans, donc il insiste bien pour le préciser. Maire de Bels, juste à côté d'Erdevenne, donc conseiller départemental, régional. Et il dit sans broncher, donc là je le cite, « Je suis obligé de vous dire que moi, je suis une sommité. En quelque sorte, la matière grise du canton. Ici, la pauvreté intellectuelle est catastrophique. Ce qui se passe ici à cause de la centrale est abominable et je suis un peu vexé car je ne croyais pas que dans mon pays était aussi con. » Donc c'est impressionnant quand même de lire ça. Donc il trouve que le CRIN, Comité régional d'information nucléaire, fait un travail détestable, que ces informateurs sont des gens qui n'ont pas fait d'études et qui ne sont mus que par des motifs minables. Parmi les avantages que lui voit à la centrale nucléaire, c'est la nécessité de l'énergie. Bon, ça semble normal. Puis évidemment, patente la personne que verserait la centrale. Donc c'est les retombées financières s'ils acceptaient une centrale sur leur territoire, sur une commune. Donc il dit « Je suis rapporteur de la commission des finances du département.
Alors je vous assure que le fric m'intéresse un peu. Donc écoutez, il ne le cache pas. Donc il a aussi donc il pense à l'emploi avant l'installation et après pour son fonctionnement. Et enfin il parle d'une mutation ethnique. Moi quand j'avais lu ça, mutation ethnique quand même, qui est souhaitable. Alors il parle de l'arrivée de polytechniciens et autres ingénieurs. Nous allons passer d'une matière grise nulle à un certain niveau intellectuel. C'est-à-dire que tous les gens du coin, c'était tous des ignares, des cons, des tarés, enfin bref. Alors sur le seuil de sa grosse pharmacie, quand je l'ai quitté, monsieur Roland m'a dit « Au début, 90% de la population était contre moi. Maintenant, je suis persuadé qu'elle est au moins à 55% avec moi. » Voilà. Ce en quoi il se trompait, parce que la population l'a viré au prochain mandat. Ben bien sûr. Alors, l'organisme qu'ils ont créé, ça s'appelle le CRIN. Dominique Baudel, historien et auteur de l'ouvrage Erdevenne, une histoire de la résistance bretonne au nucléaire. Alors le CRIN, c'est le comité régional d'information sur le nucléaire. Et les premiers que j'ai rencontrés sont parmi les deux fondateurs, Annie et Michel Politzer. Tous les deux ont insisté sur le I du CRIN, le I d'information. On dit notre arme, c'était l'information et l'humour. C'est-à-dire que c'était pas du tout comme l'image qu'on s'en fait des militants gauchistes, etc., qui voulaient se battre, et pas du tout, du tout. L'idée qu'ils se faisaient, eux, du combat qu'il fallait mener, c'est un combat d'information. Ils estimaient, et à juste titre, que les gens n'étaient pas forcément contre le nucléaire parce qu'ils n'étaient pas informés sur le nucléaire. Et que donc, eux, leur rôle, c'était d'informer les gens sur le nucléaire, l'énergie nucléaire en elle-même, et aussi sur les effets que ça pouvait avoir localement. Donc pas simplement le nucléaire en soi, mais par exemple, il y a eu à un moment donné la problématique du réchauffement de l'eau liée au rejet de la centrale, parce que l'eau qui ressort de la centrale, elle ressort avec plus 7 degrés par rapport à l'eau ambiante, et après quelques moments de dilution, c'est plus 3 degrés quand même pour l'ensemble des eaux du coin. Donc ça changeait complètement l'écosystème, et notamment tout ce qui était lié à l'activité ostréicole et à la reproduction des poissons qui sont pêchés par les pêcheurs, qui étaient encore nombreux. Aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup dans la région, mais ils étaient encore nombreux à l'époque. Donc en fait, leur outil, c'était l'information. Et ils ont fait des réunions quasiment tous les 2-3 jours. Il y avait des réunions avec 200, 300, 400 personnes. Enfin, c'était vraiment des réunions importantes. Et donc EDF, le gouvernement, s'appuyait là-dessus pour imposer des centrales à des gens qui n'étaient pas au courant de ce que c'était et de ce que ça pouvait avoir comme conséquence. Donc eux, ils ont dit, on informe. Ce collectif-là a cherché l'information d'abord pour elle, parce que si on était sensible en Bretagne au nucléaire, c'était au nucléaire militaire. Nous étions en 1974, De Gaulle était arrivé en 1958, il voulait une force indépendante militaire, et donc c'était les débuts de l'île Longue à Brest. Donc le nucléaire civil n'était pas utilisé pour produire de l'énergie, donc c'était nouveau. Il a fallu se mettre au courant de ce que cela signifiait. Et on l'a fait. Alors il y avait certains qui étaient des scientifiques, il y avait d'autres qui n'étaient pas du tout des intellectuels, mais on a cherché à s'informer auprès de ceux qui connaissaient déjà le nucléaire, c'est-à-dire les gens de la Loire, de Chinon, de Flamanville, qui ont eu un rôle très important, de Gravelines, de Fessenheim. Et au cours de toutes ces années, on s'est rencontrés pour discuter ensemble de ce que c'était, que cette entreprise voulue par le pouvoir, imposée par le pouvoir, et lutter contre. Donc un collectif qui a très bien fonctionné sans de gros heurts.
alors que politiquement, cet ensemble n'était pas uniformément, j'allais dire, d'une tendance politique particulière. Il y avait des gens de gauche, il y avait des gens de droite, de centre-droit. La région est très centriste quand même, hein. Une vieille région MRP, mais les tensions qui étaient dues aux opinions personnelles, aux opinions politiques personnelles de chacun n'ont jamais empêché le collectif d'avancer. On a fait des réunions à Lorient, un peu partout. On a travaillé avec Brice Lalonde. Brice Lalonde très vite est venu nous rejoindre, enfin très vite, quelques mois après. Et il se trouve que un qui était très connu, qui n'est pas là malheureusement pour raison de santé, c'est Michel Politzer. Michel et Annie, sa femme. Et Michel Politzer a son père qui a été fusillé par les Allemands, qui était philosophe, grand philosophe, qui a des rues à Paris. Il y a des cellules Politzer même à Paris. Et donc le nom de Politzer a fait tilt chez les intellectuels parisiens, que ce soit les journalistes ou autres. Et donc, ces gens-là ont téléphoné à Michel Politzer en disant « Est-ce que tu es bien le fils d'eux ?» Ça les a attirés, c'est le côté intellectuel qui les a attirés. Et partant de là, ça a eu, grâce aussi à lui et à eux, sa femme et lui, ça a eu énormément de résonance. Et ça nous a énormément aidés. C'est-à-dire que moi, en 75 plutôt, j'étais à l'armée. Jo Cadeau, ancien membre du CRIN. Alors j'ai pas pu rentrer au CRIN tout de suite, quoi. Il a fallu que je quitte l'armée et tout de suite après, je suis rentré au comité antinucléaire, quoi. Voilà. Et moi, c'est exactement le même parcours que Jojo, mais l'année avant, en 74. Jacques Pasco, ancien membre du CRIN. J'étais à l'NBUE, au Bagad, donc je n'ai pas pu vraiment connaître voilà. tous les débuts. Enfin, je savais ce qui se passait parce que c'était dans notre coin, mais on n'a pas pu vraiment être des acteurs, quoi, comme tu viens de le dire. Et qu'est-ce qui vous intéressait du coup dans cette lutte ? Pourquoi vous avez eu envie de rejoindre le mouvement ? C'est-à-dire que au début, quand on a su qu'il y avait une centrale comme tout le monde, quoi, une centrale nucléaire à Erdevenne, moi j'y croyais pas au début, quoi. J'ai cru une farce, hein. J'ai cru que c'était. Oui. C'est vrai. On l'a appris par la presse. Par la presse aussi, quoi. Mais on a cru une farce, quoi. On dit c'est pas possible. Et, dans les dunes et tout, en plus Quiberon qui est pas loin, c'était étonnant quand même, quoi. Hein. Bon, c'est ça, c'est surtout ça, quoi. Hein. Oui, et donc, ça, on s'est dit, attends, on peut pas laisser faire quelque chose comme ça, quoi. Ouais. Ça, c'est, sans avoir tous les tenants et aboutissants sur le nucléaire, parce que, justement, comme on a dû t'expliquer, on va gueuler, comme disaient certains, non. C'était pas gueuler, c'était de créer le CRIN, justement, pour apprendre nous-mêmes. Oui, ce qui était d'ailleurs le nucléaire, parce que nous on ne connaissait pas ce que c'était. Non. J'avais aucune idée. Non. Alors on s'est formé avec des gens qui étaient. On savait que c'était quelque chose qui était quand même pas très net. Mais c'est tout, quoi. Mais après. Et petit à petit, on s'est renseigné avec des spécialistes de l'atome et tout ça, quoi. Voilà, c'est ça. Et moi, puis un collègue malheureusement qui est décédé dernièrement. Il est décédé, et Pierrick, sans le nommer, on a tenu un stand, le stand antinucléaire, qu'on voit dans le film d'ailleurs à un moment. Et comme je disais le premier soir, on passe en Bretagne, quoi. Tout ce qu'il y avait comme festival, tout ce qu'on veut, des fêtes, ou animations et tout, là. Ou même les marchés tout bêtement, on tenait un stand, quoi. Mais qu'est-ce que vous faisiez dans ce stand ? C'est-à-dire qu'on vendait des autocollants, aussi bien des affiches, et c'est des gars qui étaient en Alsace, et ils nous parlaient des missiles Pluton à cette époque-là, des missiles qui étaient dans des ogives, là, le nucléaire, quoi. Et moi, je leur ai dit, vos missiles, là, ils peuvent pas tomber ailleurs que sur l'Allemagne ou la France, quoi. Je me demande à quoi ils servent, quoi. Et c'était tous des débats comme ça, comme autre chose, quoi. Voilà, quoi.
Parce qu'à l'époque, à l'époque, la population n'était pas autant au courant qu'aujourd'hui des dangers. Ah bah non. Non, faut l'avouer, non. Non, mais sûr que non. Non, personne. Non. Mais la population, comme on voit dans le film, a adhéré très vite. Très vite, parce qu'il y a eu. C'est-à-dire que des gens, bien avant nous, ont fait l'information, quoi. Il y a eu quand même Lorient, il y a eu Quimper, où 500 personnes aussi. Ça a été assez vite quand même. Assez vite. Oui, c'est quand même le travail entre connaître ça en octobre et le boulot, enfin, je veux dire, tout ce qui sont des suivis, enfin, une multitude de réunions, de choses comme ça, il y en a eu quand même pas mal, entre octobre et décembre, je crois bien une trentaine. Au moins. Surtout les communes locales, mais aussi sur l'Orient, il y a eu des tas de choses. Et puis ce qu'on a fait après, on a été où il y avait des sites nucléaires, le pèlerin, Carnet, pèlerin, et le Goff, bien sûr, quoi. Voilà, c'est ça. Là, il voulait installer des centrales, quoi. Donc, Puis comme on s'est dit, il faut pas qu'on lâche, quoi, parce que la moindre faille. Donc on a fait plein de choses, c'est-à-dire que, par exemple, moi, comme je travaillais dans le bâtiment, j'ai fait faire une réunion des artisans du coin de la région, menuisiers, ça. Et ils ont voté à, disons, je me souviens plus le chiffre, mais sur 100 personnes, 99 ont lutté, ont signé contre. Sauf un menuisier à l'époque, qui était pour la centrale, bon, c'était son droit. Donc, sur le coup, nous, on ne se rendait pas tellement compte le bruit que ça a fait. Mais un jour, je suis allé, de par mon travail, je suis allé à Plogoff, avant que Plogoff soit un site. Et donc, j'avais rencontré le maire à l'époque, et il me dit, si on lutte à Plogoff, c'est parce que vous avez fait beaucoup de bruit à Erdevenne. Et donc, ça s'est enchaîné. On a été invité plusieurs fois, on a été à pas des congrès, si à Paris, Michel Politzer. Moi, je suis allé aussi faire des expositions, où Servette allait chanter d'ailleurs, entre parenthèses. Et puis après, il y a eu la fameuse fête d'Erdevenne, à Pâques 75, où il y a eu 15 000 personnes. À peu près, c'est pas nous l'avons dit, mais le journal aussi, l'Ouest France, c'est que ça devait être à peu près ça. Et puis, ça fait énormément de bruit et ça a attiré des gens d'un peu de toute la Bretagne où il y avait des éventuels sites. Donc l'idée de la fête, c'était un petit peu ça aussi, voir un petit peu quel impact ça avait auprès de la population. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait même des gens qui sont venus de Narbonne, puisque c'est moi, ils ont couché chez moi, des gens que je ne connaissais pas du tout, qui sont venus de Narbonne là-bas, à la fête. Il y en avait de Paris, il y en avait un petit peu de partout. C'était une fête bretonne. Donc il y avait Fest-Noz, et puis il y avait des animations musicales, et puis il y avait des jeux, et puis il y avait une sorte de... Les jeunes, ceux qui étaient jeunes à cette époque-là, ceux qui étaient enfants à cette époque-là, qui me racontent la fête, ils disent que c'était une fête joyeuse. C'était pas non plus... c'était vraiment une fête, quoi. C'était joyeux, c'était festif, les gens étaient visiblement heureux d'être là ensemble. Enfin, il y avait un côté comme ça. Ils ont brûlé en effigie une centrale nucléaire en carton à la fin. Et ils ont inauguré la Main Verte qui vient d'être restaurée là, ces derniers temps. Et s'il y avait le fameux clown atomique. J'ai lu quelques articles sur lui quand j'ai écrit mon livre, donc j'ai cherché à me renseigner. Je ne suis pas forcément le plus averti. Il a commencé sa carrière, en fait, là. C'est ce qu'il dit dans ce qu'il disait après coup dans les interviews. Il est devenu, en fait, c'était ça, sa particularité, c'est de faire rire à partir de sujets d'actualité politique. Mais pas façon Coluche ou comme ça, avec l'ironie, mais avec plutôt le bon sens populaire, quoi, le bon sens populaire, le bon sens paysan, avec, il dénonçait les puissants, il dénonçait les dénis de démocratie, mais avec ce qu'on pourrait qualifier de bon sens populaire, quoi. Voilà. Et après, il a fait le clown chômeur, le clown... Donc ça dit aussi... là où il se situait. Il était
du côté des gens, quoi, en fait. Jean, Cagliari, bah, bien sûr. La Jean. première fois, moi, que je l'ai vu, c'était à Querillo, ici, dessus la plage. Et c'était la première fois le clown atomique. Clown quoi. atomique. Ah ouais, ouais. Et ce qui était bien chez lui, c'est qu'il récupérait... Récupérait dans... Il récupérait tout ce qui était... Objet objet, un peu des fois, hétéroclite, hétéroclite, dans, ouais, dans ouais. des... Ouais, dans, des charges, des dans fois. des décharges, des Des choses charges. comme ça. Ah oui. Et il avait un vieux corbillard. Ah oui, il a eu un vieux corbillard. Un corbillard. Violet, s'il Oui, vous plaît. violet. Un vrai corbillard à pompons, là, Oh, comme oui. on avait Oui, dans, oui. dans le temps. Et il a fait des choses, ce corbillard-là. Il a fait... Ça a été terrible. On était Ah oui, oui, oui. à Billy l'avait. Mais c'était un vrai théâtreux, parce que Jean, une fois qu'il avait tout enlevé, son maquillage, enlevé tout ça, moi, il mangeait à côté de toi. Eh ben, C'était un mec comme tout, très sérieux, quoi, avec un discours sérieux. Bon, c'était un cabotin. Enfin, le cabotinage, il le pratiquait, mais de manière, je dirais, exemplaire. Quoi. Parce que moi, une fois, j'ai failli faire une gaffe. Justement, c'était après le clown atomique. Et il était venu à Etel avec... on était chez Michel Corbec. Et puis, on était tous une tablée, là, quoi. Et il était en face de moi. Et j'ai failli lui poser la question. J'ai failli lui dire, dis donc, qu'est-ce que vous pensiez du clown atomique? Mais je ne savais pas que c'était lui, moi. Parce qu'il était démaquillé. Face à la contestation massive de la population, le projet de centrale nucléaire est finalement abandonné par l'État français en 1975. Erdevenne reste aujourd'hui le symbole d'une grande victoire citoyenne. Ici, la lutte populaire a porté ses fruits. Face à un projet imposé par l'État, la mobilisation collective, la solidarité et la détermination des habitants ont permis de préserver un territoire, un littoral et un mode de vie. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, une grande main verte trône sur les dunes du village en mémoire de cette mobilisation. Mais la lutte contre le nucléaire continue. L'association Stop Nucléaire 56 a repris le flambeau, car le combat est loin d'être terminé. Folie d'être enchaîné plus longtemps.